Salut, c'est Willis pour Data from Scratch. Aujourd'hui, je te prépare pour les entretiens. Pour un type d'entretien bien précis, les entretiens techniques de type architecture. Oui, parce que dans cette vidéo, je vais te montrer comment monter une architecture Big Data, une architecture technique dans le cadre d'un entretien. Il y a une approche à avoir et justement, on va voir ça ensemble. Ce type d'entretien, c'est souvent les profils type intermédiaire, senior, lead qui les passent où justement on va te poser une problématique et tu devras creuser avec des questions pour justement avoir des réponses qui vont t'aider à mettre en place la plateforme de data. On va voir tout ça derrière sur mon PC, mais avant tout ça, je vais te demander 4 actions habituelles: mettre un like, t'abonner, mettre la cloche et mon cadeau gratuit. Dans mon cadeau gratuit, tu trouveras plein d'informations pour devenir soit data engineer, soit data scientist, soit data analyst. Les diplômes, les salaires et toutes les compétences pour devenir super bon, non seulement pour les entretiens, mais aussi pour ta vie quotidienne en tant que personne travaillant en data. Le tout se trouve en description. Vas-y, va choper ça. Ce cadeau n'attend que toi. Bon allez, bref, on perd pas de temps, on passe sur mon PC, c'est parti. Bon, dans cette vidéo, je sais pas si tu as vu le logo Facebook, mais on va designer une data platform pour Facebook. C'est typiquement le genre de questions que tu peux avoir en entretien. On va te jeter comme ça, pam, design-moi Facebook. Bon, t'es data engineer, t'es censé normalement, à un niveau assez avancé, intermédiaire, senior lead, être capable de répondre à ce genre de questions. Mais pour répondre à ce genre de questions, il faut aussi toi-même que tu poses des questions. Bon, avant d'aller plus loin avec les questions, par rapport aux entretiens techniques de ce genre côté architecture, ce qui est important, c'est de partir de ton expertise, de ton point de vue technique, parce que chaque étape que tu verras, donc que je te présenterai, je me base sur mon expertise technique pour justement choisir les outils. L'examinateur, entre guillemets, va te poser des questions et va creuser sur les outils que tu vas donc présenter durant cette architecture. Donc c'est important de bien connaître les outils que tu vas utiliser, que tu vas présenter ici. Bon, ceci étant dit, c'est parti, on commence. Ici, c'est un peu un framework que j'aime bien avoir en tête quand je passe les entretiens techniques de type architecture. J'ai la partie architecture côté data platform, j'ai les spécifications fonctionnelles et non fonctionnelles côté tech. On va passer à travers tout ça. Donc ici, je vais designer Facebook. La première question que je poserai, Facebook, c'est une grosse entreprise et Facebook contient beaucoup de produits. On a Facebook Messenger, on a Facebook Feed, on a les notifications. Bref, chaque fonctionnalité en fait de Facebook est une partie du produit. Nous, dans ce cas-là, la question que je vais poser donc à l'examinateur ou à la personne que j'ai en entretien, c'est quelle partie de Facebook je vais designer. Et lui, il va me répondre, bon, je vais faire les réponses et les questions que tu as compris. Il va me répondre, ok, tu vas designer Facebook Marketplace, la data plateforme de Facebook Marketplace pour la zone Europe. Et donc je me suis placé un petit Facebook Marketplace ici pour bien comprendre le contexte. Ok, je vais poser d'autres types de questions pour bien comprendre à quoi va servir la plateforme de données de Facebook Marketplace, quel type d'utilisateurs vont utiliser les données, la fréquence de traitement des données, ou encore est-ce que c'est pour un but de machine learning, d'analytique ou de choses comme ça. Alors dans ce cadre-là, la plateforme de données Facebook Marketplace va servir pour les data scientists, data analysts pour réaliser des analyses analytiques sur le rythme d'achat des consommateurs sur cette plateforme. Et donc, c'est les data scientists et data analysts qui vont faire plutôt de l'analytique et du machine learning, donc du reporting, machine analytique, creuser les données, faire des rapports. Et la fréquence, c'est on veut rafraîchir les données toutes les 24 heures, tout simplement. Donc tous les jours autour de 6 heures du matin, toutes les données vont être à jour et en fait le matin quand les data scientists et data analystes vont arriver au travail, ils vont pouvoir travailler dès 8h30 sur des données fraîches d'il y a quelques heures. Donc c'est un peu ça le but de la plateforme. Donc ensuite on sait qu'on travaille donc c'est pour créer une plateforme pour Facebook Marketplace. Donc on va avoir de gros volumes de données, vraiment énormément de personnes et donc de données à traiter. Toi, en entretien, il se peut que tu ne connaisses pas le nombre d'utilisateurs de Facebook, etc. Je te dirais de voir large. Et dans ce cadre-là, d'après mes petites recherches personnelles, bon, pour Facebook Marketplace, j'ai vu des chiffres de 1,2 milliard de personnes qui se connectent sur Facebook Marketplace. Les chiffres sont pas tant importants. Ce qu'on cherche à montrer en connaissant ce genre de chiffres, c'est qu'on va gérer de très gros volumes de données, puisque quand même on a plus d'1 milliard d'utilisateurs qui utilisent Facebook. Et aussi, on va avoir besoin d'un système quand même qui va être
fiable et robuste parce que le week-end, il va y avoir probablement des pics d'utilisation de Facebook Marketplace, donc les ETL et la data platform doivent pouvoir résister à ces pics. Donc à partir de ce petit jeu de questions-réponses que je me suis fait à moi-même, on a la première information de comment designer la data platform. Donc justement, concernant les spécifications fonctionnelles, on sait que c'est pour un public plutôt de data scientist, data analyst. On va élargir à OPM manager, parce que c'est le genre de profil qui apprécie en savoir un peu plus concernant les données. On va calculer des informations comme le DAU, donc Daily Active User, le nombre de personnes qu'on a par mois, personnes uniques, M et WAU. Donc D pour daily, M pour monthly et W pour weekly. Donc on est vraiment sur un système analytique. On va aussi calculer par exemple la rétention, ce genre de choses que les data scientists apprécient calculer. Donc on va aussi avoir la rétention, donc les genres de choses fonctionnelles qui vont être utilisées. Par exemple aussi le nombre de ventes par jour. Nombre de ventes par jour. Le prix de vente moyen. Donc c'est le genre d'informations que finalement, côté business, les spécifications fonctionnelles, c'est le genre de choses qu'on veut savoir. C'est finalement comment les utilisateurs vont utiliser le système. Donc là, ils vont calculer ce genre de métriques. Donc c'est vraiment sur de l'analytique. Donc on va passer aux spécifications non fonctionnelles qui sont les spécifications techniques pures du système. Donc on a besoin d'un système qui soit scalable parce qu'il faut pouvoir gérer de gros volumes de données et ce volume de données peut varier. On doit être capable aussi d'avoir un système qui soit hautement disponible parce que les data scientists et data analysts peuvent travailler à tout moment sur les données. Facebook est un produit très demandé, donc forcément on va avoir beaucoup de données et donc ces données doivent être disponibles. Donc disponibilité. Quand on a la disponibilité, on doit prendre aussi tout ce qui est sécurité et gouvernance de data aussi, data gov avec le RGPD. Important de préciser ici dans cette architecture, on est en Europe. On doit faire également attention à la cohérence de données puisqu'on fait de l'analytique et l'analytique, on veut avoir des données très précises, donc cohérence de données. Ok, super. À partir de là, déjà, on peut dans un premier temps drafter un système. Bon, pour drafter ce système, on va faire quelques estimations. On va prendre des chiffres à la volée. L'idée, encore une fois, c'est d'avoir la logique de se dire on est sur des gros systèmes, on a besoin de faire des estimations de données pour bien calibrer l'architecture. En plus, un entretien, donc, c'est pas forcément censé être parfait de chez parfait. Donc, imaginons qu'on a 300 millions de personnes qui viennent sur l'application chaque jour. Okay. Donc là, je parle de Facebook global en Europe et qu'on en a 40 juste pour le marketplace. Donc, DAU, marketplace. Si par exemple un utilisateur qui se connecte une fois génère une requête, une donnée de 1 kilobit, donc 1 kilooctet, donc c'est connexion à Facebook, et qu'on dit qu'un utilisateur fait en moyenne 20 actions lorsqu'il est sur le marketplace, juste une petite multiplication, donc kilobytes d'actions, on peut dire que ça nous génère 2 mégaoctets par utilisateur et par jour. Ok, super. Donc là, on a cette estimation pour une personne. Maintenant, on a dit qu'on avait un DAU de 40 millions. Donc si on fait un 40 millions de DAU fois 2 mégaoctets en moyenne générés par un utilisateur, ça fait que normalement, on devrait être autour de 80 terabytes, teraoctets de générés par jour. Ce qui est énorme. Mais en même temps, on a une base d'utilisateurs qui est énorme. Et si je regarde ça par an, donc je fais par an, 80 kilobytes fois 3,65 pétaoctets. Ok, donc c'est des chiffres qui donnent le tournis, mais ici on est là pour justement juste un peu montrer qu'on sait estimer des coûts d'infrastructure, on est conscient qu'on va alimenter, on va prendre de gros volumes de données, et donc il faut utiliser les technologies qui sont adéquates. Et donc on va commencer déjà, on va traquer des informations concernant différentes sources, toujours Facebook, toujours Marketplace ici, mais on va regarder les sources côté PC, donc ordinateur portable, téléphone ou tablette. On va récupérer ce type de données. Après avoir récupéré ces types de données, il faut ingérer ces données. Et moi, dans ce cas-là, je vais choisir Kafka. Et donc Kafka, c'est un outil qui nous permet d'ingérer de gros volumes de données de manière très scalable, très efficacement. En termes de data storage, qu'est-ce qu'on va choisir? Moi, j'ai mon combo S3 plus Snowflake. Donc S3, on va mettre les fichiers bruts et tout ce qui est côté Snowflake, on va mettre là-bas. Finalement, c'est le data warehouse, c'est là où on va faire toute notre analytique.
pour ce qui est de data transformation, ce que je vais faire, c'est que ça va être un peu un combo entre Airflow, qui va me permettre d'organiser et scheduler mes différents scripts, et DBT. Donc Airflow, comme je le disais, c'est mon scheduler, et DBT va me permettre de me focuser sur le SQL. Ensuite, pour la partie data présentation, ce qu'on va utiliser, ça va être Tableau Dashboard. C'est tout simplement un outil qui permettra aux data analystes et data scientists de faire des dashboards. Donc, bien sûr, ils pourront se connecter sur Snowflake pour justement faire des requêtes analytiques pour en savoir un peu plus en SQL. Pour la partie ici, plus infrastructure et puis globalité suivi du système de la plateforme data. Pour le monitoring, je vais utiliser Datadog, qui est un système qui se prête bien au monitoring. Pour le CI/CD, ça va être un combo de forcément Git et GitLab. Ces deux logiciels vont nous permettre de suivre le code et les livraisons, tout simplement. Pour tout ce qui est infrastructure as code qui se trouve ici, je vais utiliser Terraform. Ensuite, pour tout ce qui est data quality, j'ai le choix d'utiliser toujours DBT, parce que DBT a un module data quality pour justement catcher les erreurs de data quality puis avoir des limites par rapport à ça. Ou je peux utiliser aussi Great Expectation, qui est un outil qui permet de gérer tout ce qui est data quality. Nous, on avait déjà DBT pour tout ce qui était data transformation, on va juste réutiliser DBT pour data quality. Donc déjà, à partir de là, on a notre data infrastructure, notre data plateforme. Bon, maintenant, il va falloir expliquer pourquoi on a choisi tel ou tel outil avec des éléments concrets. Et quelles sont les limites de l'outil, s'il y a des limites. Donc on va commencer par Kafka. Bon, pourquoi Kafka? Parce que déjà, c'est un outil qui permet d'absorber de gros volumes de données. Ensuite, c'est un outil qui a une grande fiabilité. En cas de problème, on peut récupérer des données parce que Kafka a un checkpoint. Donc, il va garder certaines données comme une base de données, même si c'est pas vraiment le cas. Je crois que généralement, la bonne pratique, c'est de garder les 7 derniers jours, mais il est possible de garder beaucoup plus d'historique. Donc si jamais on manque de données, on loupe de données du côté S3 ou Snowflake, on peut récupérer des données provenant de Kafka, en faisant une sorte de backfill au final. Bon, même si l'outil est temps réel, ici on ne va pas vraiment utiliser pleinement les capacités de temps réel, même si ça va nous permettre d'alimenter la partie S3 et Snowflake, directement plutôt S3. On va passer maintenant à la partie data storage et data transformation que j'ai envie de faire en même temps parce qu'elle est vraiment intimement liée. Au final, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer des données de S3 qui proviennent de Kafka. On va les récupérer avec, justement, avec du Airflow en lançant une partie avec DBT. Et le tout sur la base de données Snowflake au final. Donc pourquoi Airflow? Airflow va nous permettre de récupérer les données de S3 parce que l'avantage de Airflow, c'est que c'est un ordonnanceur qui permet d'organiser et d'ordonnancer la transformation de données. On a aussi une logique de paralysation, on peut paralyser des jobs, on peut paralyser des DAG ou des tâches dans les DAG. L'avantage aussi avec Airflow, c'est que ça nous permet aussi d'avoir un lineage de ce qu'on réalise en termes de transformation via le DAG. Ça, c'est vraiment pratique pour justement suivre les transformations de données. Et donc oui, finalement, Airflow, c'est vraiment un trigger, il va lancer des tâches pour transformer les données. Et on va transformer les données avec DBT. Pourquoi DBT? DBT, c'est un framework qui permet de se focaliser sur la transformation de données et ça en SQL. Donc c'est-à-dire c'est assez facile d'accès. Les data engineers peuvent travailler dessus, mais les data analysts peuvent aussi intervenir sur certains scripts. Donc ça peut vraiment être intéressant pour avoir une bonne cohésion d'équipe. À partir de DBT, comme je l'ai dit précédemment, on peut aussi faire de la qualité de données, mais on verra ça par la suite. Mais c'est aussi une raison pour laquelle je l'ai choisi. Et il y aura aussi une documentation qui est générée par DBT. Donc je trouve ça vraiment intéressant de focaliser la transformation des données où justement on va avoir des règles métiers assez complexes dans DBT parce que ça va vraiment nous centraliser le travail. Donc c'est pour ça que je choisis DBT. Bon, une question que je me pose et que je te pose, c'est je sais pas si DBT fonctionne sur de très gros volumes de données comme on a là, mais je serais curieux d'avoir ton avis, donc n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses justement, parce que j'ai pas forcément la connaissance dans ce cas-là de est-ce que DBT va fonctionner, mais je suis curieux de savoir si toi, tu sais si ça va fonctionner. Passons maintenant à Snowflake. Snowflake, finalement, c'est une plateforme de données analytiques. C'est un data warehouse en ligne qui permet de gérer ces données. L'avantage, c'est que c'est parfait pour faire de l'analytique. Donc l'analytique, donc tout ce qui est BI, analytique et machine learning. Parce que oui, il y a plein de fonctions SQL qui permettent de creuser les données. Et donc qui vont faire gagner du temps aux data analysts et data scientists. Puis en plus, ça supporte bien la charge qu'on a des gros volumes de données. Où on pourra aussi partitionner les folders par date. Par exemple, on reçoit les données aujourd'hui
On va avoir par exemple le 1er janvier 2024, demain 2 janvier 2024 et on va stocker comme ça va te permettre de créer des partitions pour récupérer les données de manière plus efficace. On peut le faire dans S3, mais aussi côté Snowflake. Donc c'est important de le préciser. Bien sûr, dans Snowflake, on fera du data modeling où on pourra créer notre table de faits, table de dimensions pour réaliser de l'analytique. Important parce qu'il faut bien organiser les données. Ok, maintenant on va passer au data présentation. Data présentation, je vais utiliser Tableau Dashboard parce que c'est un outil que je connais assez bien. On peut réaliser énormément de charts, que ce soit des pies, des bars, des histogrammes, etc., etc. Et ça fit parfaitement avec notre besoin d'analytique. Bon, à partir de là, j'ai construit la colonne vertébrale de justement la plateforme analytique, la data platform. Mais il faut aussi construire tout ce qui est autour, tout ce qui va permettre de supporter la plateforme analytique, soit le monitoring, CI/CD, tout ce qui est infrastructure as code et data quality. Donc en termes de monitoring, je vais choisir Datadog. Datadog, c'est totalement un outil qui nous permet de suivre la vie de l'ensemble de ces outils. En fait, tout simplement, à la place d'aller regarder côté Kafka, côté Snowflake, S3, DBT, Airflow, etc., on va tout centraliser dans Datadog en récupérant les logs de chacun de ces, justement, produits, de ces outils. Et c'est pour ça que je pars avec Datadog. Git et GitLab, pour moi, ce sont un peu des outils par défaut. Git, c'est un outil par défaut. Pas sûr que ça soit nécessaire de l'expliquer, mais je vais l'expliquer, c'est pour versionner le code. GitLab met un peu plus l'emphase sur le côté CI/CD avec un CI/CD un peu plus poussé. Il est d'autant plus poussé si ensuite, en plus, on fait du Terraform, parce que justement, on va mettre nos scripts Terraform dans Git et ensuite dans GitLab. Terraform aussi, pour moi, c'est un peu un outil par défaut pour faire de l'infrastructure as code. Alors bien sûr, si tu as vu S3 ici, Azure S3, c'est qu'on suppose qu'on est sur du AWS. Et sur AWS, on peut utiliser CloudFormation. Mais moi, je connais assez bien Terraform, donc je préfère rester avec. Ça va nous permettre de créer des bases de données en code, l'infrastructure en code, des buckets S3, tout plein de choses liées à l'infrastructure qu'on a actuellement ici. Et pour la data quality, j'ai pris DBT, tout simplement parce que DBT permet de mettre des éléments pour flaguer des problèmes de data quality. Donc je trouve ça pertinent d'utiliser le même outil qu'on a ici, là. Comme ça, on réutilise des outils pour une utilisation un peu différente. Puis d'autant plus qu'on va avoir de la documentation générée par DBT. Bon, on a à peu près fait le tour. Et justement, le but d'une infrastructure comme ça en entretien, c'est pas que ce soit parfait, c'est de donner ton point de vue sur la réalisation d'une data platform, avec les pour et les contre, basés sur ton expérience. La personne que tu auras en entretien aura la casquette du bad cop, et donc va forcément te pousser dans tes retranchements la plupart du temps. Donc ça sera à toi de trouver les meilleures réponses pour répondre à ces questions. Mais au final, il n'y a pas d'infrastructure parfaite. Et c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo, parce que c'est pas facile à réaliser ce genre d'exercice en entretien. Bref, c'est tout. C'était Willis pour Data from Scratch. Je te dis à la prochaine. Bye.